Merci. La parole est à Madame Marie-Françoise Bechtel pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, mes chers collègues, cela fait maintenant 20 ans, presque jour pour jour, que de traité en traité, la construction européenne se développe par étapes et que, simultanément, la prospérité, marqueur historique de notre continent, nous quitte. La monnaie unique est ainsi venue couronner, au tournant des années 2000, un ensemble non harmonisé, plutôt un édifice peu ordonné, mal conçu dès l'origine. Cette monnaie unique a eu en outre le malheur d'apparaître dans une époque historique où le libéralisme économique triomphant a mis en déroute les États et l'intervention publique. C'était au tournant des années 90, au moment du traité de Maastricht. Il n'est d'ailleurs pas surprenant, c'est une parenthèse, que ce soit précisément à ce moment même où l'Europe et le marché faisaient leur jonction historique que le camp conservateur dans notre pays, liquidant l'héritage gaulliste, soit devenu pro-européen. Nous avons senti dans cette Assemblée quelques soubresauts sur ce plan qui ne m'ont pas paru inférieurs à droite qu'ils ne le sont à gauche. Quoi qu'il en soit, les malheurs de la construction européenne ne s'arrêtent pas là. Au tournant des années 2000 survient la crise mondiale de la finance, puis de l'économie réelle, à laquelle va se superposer la crise propre de la zone euro, qui en est distincte et qui tient largement aux déficiences de l'union économique et monétaire, et notamment de sa conception. Or, qu'exige de nous aujourd'hui le contexte historique ? Mettre fin à la crise, le faire dans les conditions les moins douloureuses possibles et avec le moins de délai possible. Je crois que tous s'accorderaient là-dessus. Alors, mettre fin à la crise le mieux possible et le plus tôt possible. Mais encore faut-il en faire un juste diagnostic. La crise n'est pas en premier lieu, comme on l'entend trop souvent, une crise de l'endettement. La dette, avec son corollaire le déficit, est le résultat de la nécessité où se sont trouvés de nombreux pays de la zone euro, dont le nôtre, empêchés de garder leur compétitivité grâce aux dévaluations qui en ont toujours été l'instrument, de fuir en avant dans les déficits publics. Ainsi, tant que l'on s'attache à remédier à la seule dette et au seul déficit et non aux causes de la dette et du déficit, on se condamne à soigner la fièvre sans soigner la maladie. Cette observation n'a rien d'original, elle rejoint celle de très nombreux économistes, quelle que soit d'ailleurs leur école de pensée. Or, le TSG, et c'est un vice rédhibitoire, en reste à une logique comptable de la crise, là où celle-ci demanderait une logique économique, par la mise en place simultanée de mécanismes de croissance. C'est un défaut de fond. Nous tenons certes compte de la réorientation vers la croissance engagée par le chef de l'État. Et nous ne confondons pas cette démarche volontariste, même encore insuffisamment aboutie, avec les cris de victoire de son prédécesseur, qui semblait croire que la subordination, j'allais dire la capitulation sans condition aux intérêts de l'Allemagne, était la seule voie possible pour sortir notre pays de la crise. Mais aux défauts de fond, qui est dans l'absence de toute perspective économique, s'ajoutent les défauts de forme, qui ne sont pas moins graves. Le TSCG, tel qu'il nous est soumis, institue en effet des règles mécaniques dans lesquelles la souplesse, appréciation du solde structurel, circonstances exceptionnelles, est très inférieure au corsetage rigide dans lequel il insère le législateur budgétaire. Tenu par l'objectif de rétablir le déficit et la situation d'endettement, celui-ci, le législateur, ne pourra pas définir lui-même l'objectif à moyen terme de rétablissement de cette situation. Il ne pourra pas davantage définir la trajectoire d'ajustement des finances publiques permettant la réalisation de cet objectif. Il ne sera pas davantage maître du mécanisme de correction qui est bien, je cite la lettre du traité, déclenché automatiquement. Et tout cela, pour quel résultat ? En vérité, les objectifs et normes fixés par le TSG sont tels que très probablement ils ne pourront être atteints. Arrivera alors ce qui est arrivé au pacte de stabilité et à la règle des 3% de déficit budgétaire, dont l'Allemagne d'abord et la France ensuite, on s'en souvient, s'était exonérée. Monsieur le ministre, ce traité, nous le savons tous, est un peu le texte de la dernière chance, après la faillite de tant de sommets, pour sauver la zone euro, mais hélas pour le sauver aux conditions de l'Allemagne. Le mouvement républicain et citoyen, fondé sur la critique de la construction européenne, a toujours cherché les solutions constructives qui permettraient de réorienter celle-ci. Et c'est la raison pour laquelle nous avons apporté un soutien réfléchi,
les yeux ouverts au président Hollande dans son entreprise de réorientation. Nous n'en négligeons pas la portée. Malheureusement, le résultat aujourd'hui est un peu trop figé pour que nous puissions apprécier à quel point cette méthode intergouvernementale, que nous saluons également, pourrait mener un jour à des résultats. Nous entendons les arguments de ceux qui nous disent que notre souveraineté est aujourd'hui en cause, mais si le traité était assorti de garanties sérieuses, vérifiables et programmées, notre non, qui est un non pour préserver l'avenir, pourrait n'en être pas un. Tel n'est pas le cas. Nous avons l'espoir que les doutes qui se font jour dans le camp du progrès montreront à nos partenaires que le Parlement français entend pousser son gouvernement et le soutenir dans une négociation qui doit reprendre. Nous envoyons à notre manière le signal utile que la France n'a peut-être pas dit son dernier mot.